Bienvenue à tous, vous regardez Télé 50, Décryptage, votre magazine en RDC, magazine qui traite des sujets d'actualité en RDC évidemment. Alors nous allons parler politique, économie, mais également social. Nous allons faire le tour d'horizon de sujets d'actualité en République démocratique du Congo avec un invité sur ce plateau. Il s'appelle Guillaume Mandiolo, il est conseiller du ministre des Affaires étrangères en charge de l'intégration régionale. Vous êtes également au cadre de l'ULDC, évidemment. Parti cher à Raymond Tshibanda, mais également communicateur de la majorité présidentielle. C'est bien cela? C'est ça, oui. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie. Voilà, première question. J'espère que vous allez évidemment répondre aux questions auxquelles se pose évidemment la population congolaise. En 2016, les élections présidentielles et les élections législatives n'auront pas lieu en novembre 2016. C'est ce qu'il faut faire comprendre aujourd'hui à la population congolaise. C'est ça. Nous ouvrons une nouvelle page pour le dialogue et évidemment la transition. Monsieur Floride, vous tenez ça de qui exactement? C'est une question. Ah non, ce n'est pas une question. Vous dites en 2016. Est-ce qu'en 2016... Ah d'accord. Parce que bon, la formulation était plutôt sous-entendue. En 2016, il n'y aura pas. Non. Est-ce qu'il y aura les élections en 2016 telles que prévues? La réponse est, en regard techniquement de la mise en œuvre du processus électoral pour 2016, il y a un certain nombre de préalables qui doivent d'abord être rencontrés. S'il s'avère que en 2016, avant la date que vous indiquez, qui n'est pas pour moi une date fétiche parce que la Constitution prévoit des mécanismes éventuels au cas où il n'y aurait pas élection. Si l'institution, en l'occurrence ici la CENI, qui a l'autorité de la gestion des élections dans ce pays et qui tire cette autorité de la Constitution, nous dit « je suis en mesure de pouvoir le faire », très bien, il n'y a pas de souci. Si elle dit « je ne suis pas en mesure de pouvoir le faire », et en l'espèce, il me semble qu'elle a déjà évoqué cette possibilité-là, qu'elle n'est pas en mesure de pouvoir tenir les élections en regard des réalités à la fois techniques et des préalables qu'il faut rencontrer. Très bien, à ce moment-là... Alors, quelle est la bonne information que la population congolaise doit retenir de cela? Mais c'est ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que c'est ça l'information. Oui. C'est ça l'information. La CENI a dit, à un moment donné, a tiré la sonnette d'alarme, disant les temps qui m'est imparti jusqu'à novembre ne me permettra pas de pouvoir tenir les élections telles que espérées. Pourquoi? Parce que techniquement, les fichiers électoraux qui n'a pas été revisité depuis 2006 à aujourd'hui, appelle à ce qu'on puisse aller voir ce qu'il faut faire dedans. Et ça consiste à faire quoi notamment? La Constitution dit que chaque majeur a droit de voter. Dès 2006 à aujourd'hui, il y a eu une série de majeurs dans la République. Nous sommes aujourd'hui autour de 72 à 73 millions d'habitants, avec un minimum d'au moins de la moitié, ou un peu plus, qui sont la majorité de la population et qui ont la majorité pour permettre d'aller aux élections, d'élire ou d'être soi-même candidat à une élection. Il faut permettre à cette majorité-là de pouvoir y participer. On a, au terme de concertation, prévu qu'effectivement, la diaspora à laquelle j'appartenais encore hier et j'appartiens dans une certaine mesure jusqu'aujourd'hui, qu'elle participera aux élections prochaines. Il faut l'intégrer. Et comment on le fait? L'OIF est venu ici nous dire il y a un souci avec votre fichier électoral qu'il faut absolument revoir. Mais combien de temps ça prendrait? Les uns disent 18 mois, d'autres 16 mois, d'autres 12 mois. Il y a les gens qui disent qu'ils peuvent faire ça chez eux à la maison en une semaine. Très bien. Maintenant, il faut qu'on puisse s'asseoir autour d'une table pour évaluer ce qu'il faut faire et ne pas faire. D'où la nécessité d'avoir ces dialogues qui dit qu'il est convoqué spécifiquement pour traiter de la question électorale. Que la majorité et l'opposition soient ensemble, qui discutent, qui co-président même pour sortir de ces discussions-là un consensus national permettant d'avoir des élections apaisées. Voilà un peu la réponse qu'on peut donner au jour d'aujourd'hui, qui est conforme à l'aspiration à la fois interne et à la vision internationale, parce que nous sommes accompagnés dans ce processus par les Nations Unies, par l'Union européenne, par l'Union africaine. L'ensemble de la communauté internationale. Voilà. Alors, ce que vous venez de dire tout à l'heure, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, la communauté internationale ne le comprend pas de cette façon-là? Parce que vous avez, par exemple, un acteur politique à l'international qui était également candidat à la présidentielle américaine, McCain, qui souhaite à ce que les élections soient tenues dans le respect du délai
constitutionnelle. C'est ce qui m'étonne. Pourquoi la communauté internationale n'a pas un regard exactement comme la majorité ou le régime aujourd'hui, en tenant compte évidemment des contraintes techniques évidentes? Je suis désolé de m'inscrire en faux, de ne pas comprendre les choses de la même façon. C'est quoi la communauté internationale? M. McCain, c'est quelqu'un de tout à fait louable, il est honorable, mais ce n'est pas la communauté internationale. Nous ne sommes pas membres avec, au même titre, la RDC et M. McCain à une institution. Non, ce n'est pas le cas. La RDC, c'est un État souverain qui appartient aux Nations Unies. M. McCain n'appartient pas aux Nations Unies, il est américain. À ces titres-là, ils appartiennent aux Nations Unies. Mais ce qu'on a sont les résolutions des Nations Unies, pas des McCain. Peu importe sa crédibilité internationale, son autorité dans son pays, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire aujourd'hui, moi je peux émettre un avis sur la politique française, sur la politique américaine. Si la tête de Hollande ne me revient pas parce que je vais avoir Juppé et tout ça, je dirais, ben non, ça n'a rien à voir. Mais il est quand même, on est dans la confusion totale là. Mais il est quand même logique qu'il estime, qu'il exprime des inquiétudes, notamment autour du danger qui guette la région de Grand Lac si aujourd'hui les chefs de l'État se maintenaient au pouvoir. Mais il l'a dit et il y a eu juste une réponse du ministre Lambert Mende. Oui, mais qui donne sa position, qui puisse. C'est un débat qui aujourd'hui est évité comment dire, dans la périphérie internationale, si on veut. C'est une chose, on peut en discuter. Mais il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de quoi exactement? Il s'agit d'un processus qui est né dans la région des Grands Lacs, qui a été suivi par les Nations Unies, qui a été suivi par l'Union africaine, l'Union européenne et tout ça. Au terme de ces processus-là, on a parlé de l'accord cadre. Tiens, est-ce que M. McCain a parlé de l'accord cadre? Qu'est-ce dit l'accord cadre? Qu'à un moment donné, il faut devoir discuter pour faire en sorte que les prochaines élections en RDC se passent de manière apaisée. M. McCain n'a pas eu, je ne m'en souviens pas qu'il ait des frères dans des tribus qui sont à partir de la RDC, qui ont souffert de ce qu'on a souffert en RDC. Il ne connaît pas tout ça. C'est-à-dire qu'on est dans l'ère du temps où il est de bon ton de dire une chose pour faire plaisir aux uns aux autres. Et les gens tirent profit de ça. Ce n'est pas ça. Lorsqu'on est un homme d'État, même ceux qui ont des prétentions pour aller au palais de la nation, ils doivent quand même se réfléchir. Nous sommes liés aux textes internationaux. Et les textes, en l'espèce ici qui est appliqué à la RDC, c'est l'accord cadre, duquel est tirée la convocation au dialogue aujourd'hui. Et quand on regarde, l'opposition, et pour ne pas parler de l'UDPS, qui est la première force de l'opposition dans ce pays ici, est au dialogue. Que voulez-vous dire alors qu'il y a un texte qui dit ça? Et la résolution, qui n'a pas été écrite par M. McCain, à la fois les résolutions dans leur ensemble, 2098, 2277, disent qu'il faut absolument avoir un dialogue et invite la CENI de rattraper son retard sur les calendriers électoraux. Il y a plusieurs élections qui n'ont pas été faites jusqu'à aujourd'hui, il faut rattraper les retards. Mais quelque part, pour pouvoir couronner ce qu'elle dit, mais elle va mal, cette communauté internationale, cette résolution, y ajoute délai constitutionnel. Mais, M. Floride, les délais constitutionnels est applicable à quoi exactement? Les délais constitutionnels est applicable dans ce pays à tous les mandats électifs. Évidemment. Tous les mandats électifs. Mais les mandats les plus importants, par exemple, celui du président et des députés. Mauvaise approche des choses. Il n'y a pas de mandat plus important. Il n'y a pas de mandat plus important. La fonction la plus importante? Elle est plus importante, bien entendu, mais ce n'est pas les mandats les plus importants. C'est un mandat comme un autre. La Constitution ne dit pas que ce mandat est plus important qu'un autre. Il n'y a nulle part dans la Constitution où il s'est dit ce mandat est plus important que l'autre. Mais pour autant, la Constitution dit attention, on doit ramener la démocratie à la base. C'est la Constitution qui le dit. Ça, c'est plus important. Mais tous les regards sont rivés sur le mandat du président, la fonction du président aujourd'hui. Il y a une mauvaise foi manifeste et puis il y a une volonté comme ça. Vous savez, quand on veut être calife à la place du calife, on est là, on brasse du vent, on ramasse ce qu'on peut ramasser de sorte à pouvoir absolument entrer dans cet espace-là. Et il me semble qu'il y a encore une trentaine d'années ou une quarantaine d'années dans ce pays, les gens ne pouvaient même pas penser au mot élection. Et la prétention d'aller au palais de la nation n'existait pas dans les chefs quasiment de toute la population. Ils ne pensaient pas. Ceux qui ont des prétentions aujourd'hui, il y a 40 ans, ne pouvaient même pas s'imaginer un jour dire oh, « moi je veux être chef de l'État ». Vous voulez rendre hommage au président de la République? Non, c'est-à-dire le président de la République aujourd'hui a ouvert la possibilité, depuis son accession aux responsabilités. Première possibilité, c'est Sun City. Dites-moi un peu dans la région
CEAC dans les régions, en Afrique en général, qui a déjà partagé le pouvoir? Qui, étant en responsabilité, accepte de partager les pouvoirs? Il se trouve chef de l'État avec 4 vices, ayant des ministères massus. Il a reçu des pressions aussi. Hein. Oui, mais et les autres ne reçoivent pas de pression? Ils reçoivent aussi des pressions. Il ne se passe rien. Il ne se passe rien. Ils se cantonnent dans leur position, ça marche comme ça. Et alors? Ils ont l'armée, ils ont la sécurité, ils ne bougent pas. Et alors? Mais il l'a fait déjà. Oui. Il a fait l'ouverture à gérer avec tout le monde. Les gens sont venus, croyant pouvoir modifier les choses et tout ça. Ben, la plupart des gens qui aujourd'hui sont encore dans la presse, dont on a entendu qu'à peine arrivés dans un ministère, ils se mettaient plein de poches et tout ça, ils s'achetaient des maisons. On les connaît, ils sont dans l'opposition aujourd'hui, on les connaît. Et ceux qui suivent le savent. Très bien. Nous sommes revenus à la normalité. Non, c'est-à-dire que, et il avait dit que tout ça, c'est pour permettre à ce qu'on puisse être d'accord sur le processus de la démocratisation de ce pays. Oui. On n'y a pas cru. En 2006, il y a eu l'élection. Certains ont refusé d'y participer, notamment l'UDPS. Oui. Et finalement, les choses sont passées quasi normalement. En 2011, avec les difficultés inhérentes à certains aspects, notamment du fichier électoral de 2006, au lieu qu'on puisse faire les choses de la bonne manière, on a précipité parce que tout simplement, il y avait des sons de cloche de la fameuse communauté internationale. Il faut tenir les élections, on ne peut pas dépasser tout ça. Très bien, on les a tenues. On connaît les difficultés. On a connu d'énormes difficultés en 2011. On a dit qu'effectivement, il y a plusieurs poches des difficultés en ce qui concerne les résultats, même si globalement, ça n'a pas affecté l'issue finale. Oui. Ça, c'est ce qui a été dit. L'ordre. Voilà, Évidemment. c'est ce qui a été dit. Oui. Bien. Maintenant, on dit, écoutez, maintenant on est en 2016. Allons-nous refaire la même chose qu'en 2011, alors que juste après les élections, on a eu les M23, donc les CNDP qui s'est mué en M23. Mais le dialogue ne va pas résoudre ça. Est-ce que vous pensez que le Bien dialogue, entendu, ça va résoudre ça. Le dialogue va résoudre tous ces problèmes liés aux contestations? Bien sûr, c'est ça l'objet du dialogue. C'est ça. C'est-à-dire les gens qui n'ont pas encore compris, n'ont rien compris. Mais il faut nous expliquer de quelle manière le dialogue peut résoudre, par exemple, les difficultés liées aux élections. Que dit l'ordonnance? L'ordonnance dit, j'étire ma substance de l'accord cadre, j'étire ma substance des 2098 et toutes les résolutions qui ont suivi, Oui. exigeant de la RDC de tenir ses engagements internationaux, notamment 2098 14B, de sorte à ce que la situation qui a prévalu après les élections de 2011 ne puisse plus survenir. Alors on fait comment? Alors on s'assied autour d'une table, on appelle les techniciens qui nous disent quel est l'état de la question aujourd'hui dans les processus électoraux. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui peut faire en sorte que les élections ou l'issue ne soit pas apaisée? Voilà tel élément, tel élément, tel élément. Qui est le premier à accepter de pouvoir participer à ces dialogues? L'UDPS. Qui dans l'opposition aujourd'hui est plus fort? Enfin, quelle est l'opposition? Quel est ce membre de l'opposition qui est plus important que l'UDPS? Il n'y en a pas. Il est numéro 1. À la fois en termes d'implantation au niveau du pays, National. à la fois en termes de représentation au niveau de l'Assemblée nationale, donc, et avec une histoire aussi importante. Même si on peut lui reprocher un élément ou un autre. Certaines velléités, bon, voilà, ça c'est inhérent à la vie humaine. Très bien. Ils ont refusé en 2006, ils ont eu tort. Ils ont eu tort. Ils ont accepté en 2011. Malheureusement, quand ils sont arrivés, il y avait déjà des soucis. En ce qui concerne les fichiers électoraux, on connaît les conséquences. Mais peu importe, l'ordre d'arrivée n'a pas été contesté par qui que ce soit. Même la communauté internationale. Voilà, donc c'est tout Alors, ça. on évolue. On évolue. Bon, tiens, partant de là. Donc, le seul cadre dans lequel on peut discuter pour dire, effectivement, comment les choses vont se faire et que l'issue doit être convenable pour tous, c'est les dialogues. Et les dialogues, ce qui est intéressant dans le dialogue, contrairement à ce que j'entends ici et là, parce que les gens qui sont drapés de mauvaise foi disent qu'on ne veut pas parce que c'est déjà prévu d'avance. Non, il s'agit d'un consensus. L'issue qui est attendue, c'est un consensus, pas autre chose. On n'attend pas du dialogue de pouvoir dire dorénavant vous allez faire ceci ou cela. Non, il ne s'agit pas de ça. On dit au terme de ce processus des discussions entre Congolais, ce processus qui va réunir la majorité et l'opposition, qui vont co-présider, y compris la présence de la société civile, avec un modérateur qui serait un facilitateur. Au cas où il y a un blocage, il vous aiderait à pouvoir atténuer vos positions. Alors, au terme de ce processus-là, il y aura un consensus. Et c'est celui-là qui va prévaloir
pour la gestion prochaine du cadre électoral. Voilà, alors pensez que ce dialogue va conduire à une transition, est-ce que c'est faux? Il se pourrait. Il me semble qu'on n'est pas encore là. On n'est pas encore là, sincèrement. Oui. Pourquoi? Parce que lorsque vous êtes dans une réflexion philosophique ou politique, où la sagesse s'impose à vous, c'est-à-dire on dit, voilà, on fait les dialogues, c'est la prémisse, et la majeure veut quoi? La majeure veut qu'on discute d'abord, n'est-ce pas? On va discuter. Mais c'est l'issue de la discussion qui donnera les résultats. Oui. Mais on ne peut pas déjà arriver à ça, on n'a même pas commencé à discuter. Merci alors. Voilà. On peut voir le chef de l'État, le président de la République, au Sénat, à l'issue de ce dialogue. Vous le voyez déjà là-bas au Sénat, sénateur à vie? Mais que prévoit la Constitution? Répondez à ma question. Mais non, vous me posez la question sur quelque chose qui est naturel. La Constitution prévoit que le chef de l'État, au terme de son exercice, chaque chef d'État en RDC dorénavant, est sénateur à vie. Parlons du chef de l'État maintenant, Joseph Kabila. Ben oui, mais c'est-à-dire que le processus nous dira, c'est au terme du processus qu'on saura ce qui va se passer. Puisque le premier élément, c'est quoi? Ce qu'il faut qu'on passe du deuxième mandat vers une autre élection. Oui. N'est-ce pas? L'entre-deux, cet entre-deux-là, oui, du deuxième mandat, deuxième élection, il y a un dialogue. Oui. Le dialogue va nous dire ce qui va se passer exactement, comment on va faire les choses. Et c'est cela qui nous fixera. Alors, si le dialogue fixe, oui, vous avez donné un premier élément, oui, une première possibilité, que on doit faire des élections dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, ou dans 5 mois, ou dans 1 mois. Très bien, on fait les élections. Entre-temps, il n'y a pas eu changement de la Constitution, donc c'est tout naturel qu'il puisse aller au Sénat. Si le même consensus nous dit que non, il faut absolument un laps de temps permettant de pouvoir recréer les mécanismes réels de la démocratie, notamment du processus électoral, en intégrant tel paramètre, et que par conséquent, il faudra faire ceci ou cela. C'est les consensus. Vous voyez, l'UDPS, vous laissez faire quoi que ce soit, qui soit de nature à contrarier leurs sentiments habituels? Non. Donc, c'est le consensus qui déterminera qu'est-ce qui va se passer exactement. D'où ceux qui ont encore des prétentions pour participer à la gestion de cette République ou pour mettre en place des mécanismes permettant de passer d'un monde à l'autre, c'est maintenant ou jamais. Alors, après, ça sera total. Parlons du médiateur Edem Kodio. Aujourd'hui, Edem Kodio ne fait pas l'unanimité au sein de la classe politique. Il y a d'ailleurs l'opposition qui demande à ce qu'il puisse démissionner parce qu'il n'a pas pu tenir à sa promesse. Le 16 avril, on devrait déjà avoir le comité préparatoire. Qu'est-ce qui bloque encore maintenant, à votre avis? Non, mais cette démarche qui consiste à pouvoir faire porter sur autrui ses propres turpitudes, ça pose un problème. Ça pose un problème. Edem Kodio a-t-il été élu par la RDC? C'est quelqu'un qui a été élu par un mandat de citoyen congolais, au terme duquel on exigerait de lui de faire ceci, faire cela. S'il ne fait pas, il faut qu'il dégage, parce qu'on va mettre en place un autre processus référendaire. Il a une mission. Oui, mais c'est ça. D'abord, non. Précise. Mettons d'abord les. Non, oui. Non, il faut rester un peu principiel. Oui. Bon, le principe veut que la communauté internationale ait décidé, sur demande notamment de la RDC, de cette même opposition, d'avoir quelqu'un qui vienne faciliter les discussions. Bien. Le processus étant parti jusqu'à son terme, on a choisi Edem Kodio. Oui. Donc, les Nations Unies a donné mandat à l'Union africaine, et la Commission de l'Union africaine a décidé, et tout ça, on a pris ces messieurs-là. Il est là pour faire son travail. Si au matin, vous lui dites, vous allez au dialogue, au soir, vous dites, vous n'allez plus, ainsi de suite, à qui la faute? C'est à lui la faute? Mais quelle opposition, en fait? Il y a combien de sons de cloche dans l'opposition? C'est ça le problème, c'est qu'on ne sait pas. C'est une analyse de manière générale, mais dites-nous aujourd'hui, qu'est-ce qui bloque pour que ce comité... Posez la question à l'opposition. Ne posez pas la question à la majorité qui est prête depuis très longtemps pour faire ces dialogues et qui ne veut même pas gagner du temps, il fait vers tout de suite et tout. Ceux qui prétendent qu'effectivement on aura un souci avec les délais constitutionnels tels que installés de manière fétichiste quasiment, mais ceux-là sont en train d'hésiter en permanence. Et après, on va faire porter le chapeau à qui? Et donc, Dieu est venu là, il dit voilà, venez au dialogue, on y va. Et j'apprends d'ailleurs, je ne sais pas s'il faut ça encore à vérifier, que les gens apportent 2-3 listes et tout ça, venant de la même source, ça pose un problème. Mais est-ce que la faute d'Edem Kodio? Les 12 places que veut s'octroyer pratiquement l'UDPS, est-ce que vous trouvez que c'est réaliste, c'est logique?
Vous savez, il y a une interprétation ou une définition de l'opposition qui pose problème dans ce pays. Oui. L'UDPS estime que les autres ne sont pas opposants. À bon droit ou à mauvais droit, je ne sais pas. Il appartient à vous, les commentateurs, voilà, d'apprécier. Nous, on n'est pas là, au niveau de la majorité, de pouvoir donner des points qui est bon opposant, légitime opposant et qui ne l'est pas. L'UDPS estime que bon, ils ne sont pas opposants. Cette confusion de l'opposition profite à la majorité, apparemment. Parce que Vous gagnez du temps. C'est parce que... non. C'est pas la majorité qui fait la confusion. Lorsqu'il se demande entre... Vous avez vu dernièrement qu'on devait choisir un candidat président de la République pour l'ensemble de l'opposition, qu'on met de son cloche. Chaque jour, il y a 1000 oppositions qui ne sont pas d'accord entre elles. Quelle opposition? Bon, maintenant, de cette opposition-là, de ces conglomérats de l'opposition, il ressort l'UDPS, qui a une identité assez précise, même si elle a été dissolue un peu à un moment donné, ou elle a été diversifiée, qu'elle a eu plusieurs têtes, mais il y a la tête, puisqu'il y a eu Kibasa, il y a eu autre, tout ça. Au jour d'aujourd'hui, c'est l'UDPS Tshisekedi qui est resté un peu, la locomotive, si on veut. Parce que, finalement, elle est mieux représentée au niveau des institutions de la République, en l'occurrence ici, l'Assemblée nationale. Et parce que M. Tshisekedi est parti aux élections, il est sorti avec un score honorable derrière le chef de l'État. Très bien. Voilà. Donc, partant de là, il a quand même une certaine légitimité par rapport aux autres. Alors, j'aimerais parler d'un autre sujet, mais la tension politique en République démocratique du Congo est quand même préoccupante. Je crois que le secrétaire général des Nations Unies, le représentant spécial des Nations Unies en RDC l'a relevé également. Qu'est-ce qui se passe? Laissez quand même la majorité, laissez quand même à l'opposition de pouvoir faire ses meetings. Au Katanga, apparemment, ça ne marche pas. Qu'est-ce qui se passe? Oui, mais les soucis que j'ai avec la lecture que vous pouvez faire, qui est photographique à un moment donné, sans tenir compte d'éléments sécuritaires notamment, ce qui se passe exactement. Monsieur Fleury, j'aurais souhaité que vous m'invitiez il y a quelques temps ici, lorsqu'on parlait de Bakatakatanga. Vous ne m'avez pas invité pour ça. Ceux qui sont aujourd'hui, qui pensent qu'effectivement c'est le fait de la majorité au pouvoir, parce qu'ils sont passés, entre parenthèses, dans l'opposition, étaient aux responsabilités. Parce que vos amis accusent Moïse aujourd'hui d'avoir donné également des armes, d'avoir nourri pratiquement ce phénomène de Bakatakatanga. Mais les problèmes là. Mais c'est pas le moment d'en parler parce que vous le saviez. Non, mais j'aurais souhaité à l'époque... Vous le saviez. Non, j'aurais souhaité à l'époque que vous m'invitiez pour me poser la question à ce niveau-là. Je vous aurais dit, dans une majorité qui est plurielle, il y a plusieurs tendances. Même si on a un seul chef, avec une seule orientation, il y a plusieurs tendances. Moi, par exemple, donc je sais que mon parti, c'est un parti libéral, je suis des droites. Mais nous sommes avec les PPRD qui est des gauches. Ainsi de suite. Il y a plusieurs tendances, il y a plusieurs idéologies. On s'est retrouvés, et vous verrez très bien qu'il y a eu des soucis par rapport à l'élection 2011, notamment au niveau de la Cour suprême, entre partis de la majorité qui s'attaquaient entre eux plutôt. D'accord? Oui. Donc c'est pour démontrer qu'effectivement, ce n'est pas la même tendance. Alors, s'il se passe quelque chose de tout à fait nauséeux en ce qui concerne un comportement de quelqu'un au niveau de la majorité, on ne va pas dire que, bon, on ne va pas l'absoudre au motif qu'il est de la majorité. Il s'avère tout simplement que le Katanga a été source de beaucoup de problèmes de sécurité. Mais ce n'est pas Moïse. Non, mais non, je vous dis, oui. A été source de... Mais quand les Bakatakatanga étaient en train de faire leurs offices, qui étaient aux responsabilités? Il était aux responsabilités. Oui. Bon, lorsqu'on a eu l'histoire des pogroms, attendez, là c'est important. Responsabilité, oui, mais c'est le régime. Très important. Il représentait le régime. Y a-t-il eu dans ce pays un pogrom au Katanga contre les Kassaïens, oui ou non? Si. Très bien. Qui a été poursuivi pour ces pogroms? Personne. N'est-ce pas? Allez-y. Il y a eu pogrom au Katanga contre les Kassaïens. Les Kassaïens, on les sortait des écoles, des bureaux, des administrations pour pouvoir les jeter à la rue parce qu'ils étaient Kassaïens. Ils n'avaient pas le droit de citer au Katanga. Ça a été dans ce pays. Et c'est connu. C'est écrit. Vous voulez citer le membre du G7? Je ne cite personne. Je rappelle tout simplement que vous faites grand cas des choses aujourd'hui qui peuvent être répréhensibles dans une certaine mesure, mais qui sont périphériques par rapport à la vérité. Mais ces gens-là étaient des figures emblématiques du pouvoir. Hein. Aujourd'hui, vous commencez à dénoncer. C'est ce qui est grave. Non, je ne dénonce pas. Il faut assumer. Non, je ne dénonce pas. Je retrace l'histoire et je vous mets en face de l'histoire. Que vous ayez la même vigueur, la même ardeur à présenter les choses lorsqu'ils sont de cette nature-là. Un pogrom est-il comparable avec un comportement indélicat de quelqu'un, des uns ou des autres? Dans la majorité, il y a plein de gens. Il y a des gens qui peuvent ne pas avoir un comportement appréciable. Dans la sécurité, il y a des gens qui peuvent ne pas avoir un comportement appréciable. Vous savez, je vois en France, par exemple, un jeune homme, un Congolais à l'époque,
qui a les menottes, qui est dans un commissariat, qui prend une balle dans la tête. C'est arrivé, c'est en France. On dirait quoi? On dirait quoi ailleurs? Non, ce sont des choses qui peuvent arriver. Vous n'avez pas répondu à ma question. Quelle question? Au Katanga, la situation du droit fondamental des politiques est aujourd'hui mise à mal. Les opposants ne peuvent pas s'exprimer dans la liberté. Quel opposant? Je parle de Moïse et tous les autres, j'ai 7. Est-ce que vous pouvez retracer ce qui s'est passé il y a 2-3 ans au Katanga par rapport à, lorsque ces gens-là géraient, par rapport aux autres, qu'est-ce qui se passait? Vous pouvez retracer ça? Malheureusement, je ne peux pas répondre. Vous ne pouvez pas retracer à cette question-là, malheureusement. Parce que vous avez une lecture aujourd'hui pour favoriser les gens, parce qu'ils cherchent à avoir le suffrage. Ça ne se fait pas comme ça. Il m'en souvient, j'ai beaucoup de respect pour lui, M. Kamere. Lorsqu'il est arrivé, on a dit Kamere c'est ci, Kamere c'est là, tout ça. C'est quelqu'un d'éminemment intelligent, de structuré mentalement, un homme de paix. Et je pense qu'il est en train de dévier aujourd'hui en suivant des gens qui doivent pas suivre. Sa place n'est pas là. Sa place est au dialogue, par exemple. M. Kamere, sa place est au dialogue. Parce que c'est quelqu'un, lorsque j'ai vu comment il a géré l'Assemblée nationale, il avait de la hauteur. Et cette hauteur-là, il doit la retrouver. Si quelqu'un pour qui il a du respect comme Tshisekedi accepte de venir au dialogue, Kamere a tout intérêt de venir au dialogue. Mais Kamere, à l'époque, on a dit Kamere, on fait ceci, Kamere, on fait cela, d'accord. Il a été aux élections. Est-il sorti deuxième? Je vais continuer encore à poser une peuple avait décidé dernière question avant de terminer. Voilà, oui. Énormément de questions vous posez et l'émission devient de plus en plus intéressante. Mais dites-moi, Matata Ponyo, le Premier ministre, a été évalué récemment au cours d'une question orale avec débat à l'Assemblée nationale. Si vous êtes demandé aujourd'hui de faire brièvement un bilan de son action, le programme d'action du gouvernement 2012-2016, que diriez-vous? Qu'est-ce que vous retenez de ce gouvernement? Mais la stabilisation du cadre macroéconomique. Vous savez qu'un pays ne peut pas fonctionner dans un désordre. C'est comme si vous faisiez des murs autour de la fondation. La première chose à faire, c'est ça. Faites la fondation et les murs, ce qui permet de commencer les activités maintenant, et des peaufinages et tout ça, des finitions. C'est ce qu'il a fait. Mais malheureusement, notre économie a un problème. Il faut les diversifier. Nous sommes concentrés seulement sur 2 axes qui sont simples, à la fois la DGDA, les ressources venant de la douane, et les mines. C'est pas bon. Vous avez géré pendant 15 ans? Non, mais non. Attendez, oui. attendez. Vous avez besoin d'avoir des moyens pour pouvoir créer de nouvelles structures et tout ça. Il faut les finances. Mais avec un petit budget de cette manière, vous n'avez pas grand-chose. Oui. Avec ça, vous ne pouvez rien faire. Oui. Très bien. Et puis avec une corruption dans tous les circuits d'activité où l'argent n'est même pas capté comme il faut. Vous savez, ça va dans l'informel. Ben oui, ça va dans l'informel. C'est-à-dire que même au-delà de ça, c'est-à-dire que l'État ne percevait pas totalement ce qu'il devait percevoir. Et on a vu ça avec notamment le ministre d'État Bongongo qui explique effectivement c'est pas possible qu'on ait des fictifs ici et là et tout, et il y a des gens qui ne payent pas leurs impôts. Donc, cet incivisme permanent a posé problème. Maintenant, au-delà de ça, il y a les contraintes, il y a aussi les vents internationaux, l'économie internationale. Lorsqu'il y a eu, il y a maintenant... Ça c'est récent. Oui, mais récent, mais la situation financière qui a frappé toute la planète, la crise qui vient des États-Unis a frappé tout le monde. Parce qu'il faut avoir du cash. Si les cash n'est pas disponible, vous faites comment? Vous faites comment? Les banques n'ont pas fonctionné. Il fallait renflouer les banques, et aussi bien aux États-Unis qu'en Europe. Ça existait pour tout le monde. Et nous sommes une toute petite économie. Donc, devant ceux qui vous suivent aujourd'hui, ce que vous retenez du programme d'action du gouvernement, c'est la stabilisation du cadre macroéconomique. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que lorsque vous mettez en place le cadre macroéconomique, par la suite, maintenant, il faut dégager un processus de développement qui tiendra compte des spécificités de chaque secteur d'activité pour qu'ils produisent. Pas se concentrer, pas axer son action sur les recettes venant éventuellement des mines et tout ça, ou des impôts sur les mines, ou de la douane. C'est très très limité. Voilà pourquoi il est important quand même qu'il y ait, comment on l'appelle, un changement pour que certaines personnes viennent gérer. Qui ne veut pas le changement et qui va gérer par rapport à quoi? Il y a un bon gestionnaire du Katanga, Moïse Katumbi. Il y a Vital Kamerhe également qui aimerait apporter une touche assez particulière au sommet du pays. Dites-moi, sommet de l'État. Je vais vous poser une question, ou je veux qu'on puisse réfléchir là-dessus, parce que je ne suis pas appelé à vous poser des questions. Ça vous dérange? Combien d'entreprises de transformation on a eu au Katanga en 10 ans? Combien? Des transformations, combien? Aucune. Alors, je ne sais pas, vous parlez de quoi là? Est-ce qu'au Katanga, on transforme le maïs en bouillie dans une boîte? Non. Au Katanga, on met la tomate en boîte? Non. On ne transforme rien du tout. L'effet de sortir les minerais des mines pour les envoyer quelque part et tout ça, et qu'au passage, parce qu'on captait moins, on capte un peu plus, ça fait de vous un gestionnaire extraordinaire, ça n'a rien à voir. L'échec est collégial alors? Mais non, mais attendez, vous avez cité un cas spécifique. Votre cas d'espèce ne tient pas la route. Je viens de pays
qui sont développés sur base du travail, de la transformation. À moi, vous ne me direz pas ça. Moi, j'étais au Katanga, j'espérais tomber sur l'Afrique du Sud. C'était pas ça. Ça n'était pas ça. La faute, c'est à qui maintenant? Mais vous me dites que la gestion qui a été celle du Katanga était une gestion à un tel niveau. Alors, vous avez une mauvaise compréhension de la gestion d'un État. C'est pas comme ça fonctionne. Ça fonctionne Il comment? fallait avoir Oui. des mécanismes bancaires créés par les Katanga, parce qu'on peut avoir cette autorité-là, entre parenthèses, en se liant avec la Banque centrale, de sorte à ce qu'ils puissent donner des crédits Oui. aux petites et moyennes entreprises pour travailler, transformer et pour les services. Ça n'a pas été le cas. Voilà. La SNCC est morte au Katanga. Remplacée par quoi? Par les camionneurs. Oui. Qui sont les grands camionneurs du Katanga? On les connaît. Donc il y a un problème. Il y a un problème. Les circuits de l'État lui-même qui produit est quasiment mort. Gécamine. C'est quoi la suite aujourd'hui? C'est ça. C'est Moïse Katumbi qui a tué la Gécamine. Non, mais je veux que vous me donniez juste un exemple simple. Oui. On est dans la confusion. J'ai la chance extraordinaire d'avoir vécu dans un pays qu'on a vu se développer, d'avoir été voir ce qui s'est passé au Portugal, en Espagne, comment ils sont partis de zéro pour atteindre les niveaux extraordinaires et comment on transforme. Aujourd'hui, vous êtes en Espagne. Dans les coins les plus reculés, vous avez du vin. Je vous ramènerai. Oui, mais je m'arrête là-dessus. Je vous ramènerai sur ce plateau d'émission Olivier Kamitatou. Mais il n'y a pas de souci. Olivier, on se connaît, donc il n'y a pas de souci. On peut être face à face pour discuter de ça. Ça ne me pose aucun problème. Ne confondez pas les développements avec la capacité d'attraper au passage un peu plus des recettes de la douane. Ça ne veut rien dire du tout. Ce n'est pas ça le développement. On est dans la confusion totale. Avec Buffayer, qui vient de l'Europe et tout ce qui a vécu là, qui sait c'est quoi le développement, ne peut pas vous dire c'est ça le développement. Donc c'est une illusion, comme l'a dit le Premier ministre honoraire, que voir la République démocratique du Congo émergente à l'horizon 2030, c'est de la propagande. Écoutez, il a dit ça. Mais quelque part, vous savez, c'est un technicien, un vrai technicien. Monsieur Mouzito, c'est un vrai technicien. Ce qu'il dit vous lui donnez raison. Non, mais ce qu'il dit a un sens. Il y a un certain nombre de paramètres qui doivent être rencontrés pour devenir un pays émergent. Oui. Nous luttons pour y arriver, mais ce n'est pas si évident que ça. Ça n'arrivera pas en 2030. Non, ça arrivera, mais je ne sais pas si ça sera en 2030. Les indicateurs ne permettent pas de dire ça aujourd'hui. Vous savez, il faut beaucoup. Vous êtes sceptique, ça se voit. Non, je suis réaliste. Oui. Vous savez, pour qu'un pays soit émergent réellement, oui. Et d'ailleurs, l'émergence de certains pays comme l'Afrique du Sud aujourd'hui est remise en cause. Dans l'émergence aujourd'hui, les pays qui sont vraiment ciblés comme pays émergents, c'est notamment les Brésil. Le Brésil est vraiment ciblé comme un pays émergent. Pourquoi? Quelques repères simples. Les centres de recherche appliquée et fondamentale. La recherche fondamentale et appliquée. Il y en a combien en RDC? C'est là-dessus, vous allez voir effectivement comment est-ce qu'on investit là-dedans, de sorte à ce qu'on puisse avoir l'intelligence requise pour modifier nos matières premières, les transformer avant que ça sorte. Il n'y en a pas. Qui les finance? Personne ne les finance. Les banques, les entrepreneurs, tout ça, ils devaient être en lien permanent avec les universités. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. L'émergence n'est pas juste un slogan. C'est un processus et qui appelle un certain nombre de paramètres qui soient conjugués. Oui, oui. Non, mais c'est scientifique. On ne peut pas aller discuter de ça. Oui. Donc, ce qui est important au jour d'aujourd'hui par rapport au gouvernement actuel, ce qu'on a fait qui est très, très important, c'est les cadres dans lesquels on doit faire tout ça. Les cadres est mis en place. Le Premier ministre Matata a fait son travail. Bon, il appartient à ceux qui viendront par la suite, maintenant de conjuguer certains efforts de sorte à ce que ce que j'ai dit en termes de centres de recherche soit mis en place, les crédits soient mis en place, qu'on puisse aller vers les universités pour voir comment est-ce qu'on transforme matières premières. Ça, c'est très important. Comment on met en place les services, ça, c'est très important. Comment on capte réellement la TVA. Que chaque acte que vous posez, y compris, ça va peut-être vous choquer, quand une maman passe dans la rue avec son pot d'eau sur la tête, il faut qu'on puisse être sûr qu'effectivement, quand elle vendra, il y aura la TVA là-dessus. Parce qu'elle bénéficie de la sécurité de l'État. Elle est en train de circuler, elle est attaquée par personne, c'est une sécurité qui doit être payée. Ce n'est pas gratuit non plus. Elle est sur la chaussée. On doit rattraper cette chaussée. Combien de bénéfices? Donc, combien de bénéfices? Tout ça Oui. concourt à faire d'un pays un pays émergent. Une note sur 10, combien attribuez-vous à ce gouvernement sur 10? Mais je suis au gouvernement, je ne peux pas me permettre de donner des notes, et à vous de donner des notes. Moi, je suis aux affaires étrangères avec le ministre Mochibanda qui a fait un travail mémorable que tout le monde reconnaît aujourd'hui sur toute la planète. Et d'ailleurs, tous vos sondages l'ont donné depuis 2011. Un des ministres éternels. Éternel en quoi? Il revient pratiquement dans tous les remaniements. Mais si les compétences sont là, on fait comment? Ok, merci. Vous voulez pas en fait, la RDC ne fait plus de compétences. C'est une question que j'ai posée. Pas du tout. Si quelqu'un est compétent, on doit le jeter parce que. C'est pas ça que j'ai dit. C'est quoi? On fait comment alors?
Non, mais attends. Les chefs de l'État avaient dit, seuls, que dans cette République, j'ai difficile à pouvoir réunir 4-5 personnes autour de moi. S'il en trouvait un, en la personne de Raymond Tchibanda, qui aujourd'hui, unanimement au plan international, c'est même pas discutable, ses relations avec Reinders en Belgique, avec Fabius à l'époque, avec John Kerry aujourd'hui, ne sont même pas discutables. Qu'est-ce qu'il est en train de se construire? Construire en termes de quoi? Je sais pas. La diplomatie congolaise, Oui. à les vents en poupe, a atteint un tel niveau qu'on n'avait jamais eu depuis des années. Grâce à lui. Bien entendu. Ok. Bien entendu. Il a été orienté. Qu'est-ce qu'il y a eu comme échec sur toutes les instructions du chef de l'État? CNDP, réussite. M23, réussite. Énorme. Réussite. OK? Ça, c'est déjà. Et l'accord cadre, réussite. Vous voulez quoi d'autre? Merci beaucoup. Cette émission est terminée. J'aurais bien voulu continuer avec vous, poser des questions, Monsieur Guillaume Angelot. Vu le temps, on est obligé d'arrêter. Je rappelle que vous êtes conseiller du ministre des Affaires étrangères en charge de l'intégration régionale. Raymond Tchibanda, évidemment, dont vous avez loué les mérites tout à l'heure, au cadre de l'ULDC, également communicateur de la majorité présidentielle. Merci d'avoir répondu à nos questions, même si elles ne sont pas toutes épuisées. C'est moi qui vous remercie. Espérons qu'on aura une autre occasion. Oui. Un débat contradictoire, mais ce serait intéressant. Hein. J'attends vivement avec ça. Olivier Kamitato, par exemple. Pas de souci. Je suis ouvert. Merci d'avoir suivi cette émission. Portez-vous bien. À très bientôt avec le même plaisir.